Au fin fond de notre système solaire se cacherait une planète géante qui ferait 5 fois la masse de la Terre. Sur cette planète en exil, une année durerait plus de 10 000 ans, tellement elle orbite loin de notre Soleil. Depuis quelques années, plusieurs équipes d'astronomes traquent sans relâche cette mystérieuse planète. Quels indices, quelles découvertes leur permettent-ils de penser qu'elle existe vraiment? Pourquoi est-elle si difficile à détecter? En quoi cette recherche est-elle déjà en train de modifier la vision de notre système planétaire et le récit de sa formation? Beaucoup d'astronomes se passionnent pour les galaxies lointaines ou les mystères du Big Bang. Mais plus proche de nous, les confins de notre système solaire sont encore une zone mystérieuse, pleine d'énigmes à résoudre, où de grandes découvertes restent à faire. L'astronome Chad Trujillo est l'un des meilleurs trackers d'objets célestes au monde. Il a co-découvert plusieurs planètes naines, des dizaines de lunes gravitant autour de Jupiter et Saturne, ainsi que les objets les plus lointains jamais repérés dans le système solaire aujourd'hui. C'est grâce à certaines de ces observations que l'idée d'une planète géante a refait surface il y a moins de 10 ans. Je suis un peu un géographe du système solaire. Surtout, ce que nous essayons de comprendre, c'est comment le système solaire est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Tous ces objets lointains nous donnent des indices sur ce qui s'est passé à l'origine. Ce sont un peu des fossiles du système solaire. Cette planète hypothétique, bien sûr, nous ne connaissons pas son orbite exacte, parce que nous ne l'avons pas encore trouvée. Mais d'après nos estimations, elle serait située entre 300 et 500 unités astronomiques. Pour mesurer les distances dans le système solaire, les astronomes ne pensent pas en kilomètres, mais en unités astronomiques. La distance entre le Soleil et notre Terre, 150 millions de kilomètres, équivaut à une unité. Jupiter se situe à 5 unités, Saturne à 10, Neptune à 30, et Chad a co-découvert à 120 unités astronomiques le plus lointain objet connu dans le système solaire, surnommé Far Out, ce qui signifie très lointain. Quant à cette mystérieuse planète 9, elle serait donc quelque part entre 300 et 500 unités, voire peut-être même plus loin encore. Une planète ou tout objet qui se trouve au-delà de 300 unités astronomiques met plusieurs milliers d'années pour faire le tour du Soleil. Nous ne savons pas vraiment à quoi cette planète pourrait ressembler, mais à cette distance, elle est probablement gelée, donc nous pensons qu'il y a surtout de la glace à sa surface. À l'origine de cette quête pour une mystérieuse nouvelle planète, il y a plusieurs découvertes majeures qui ont démarré au début des années 1990. On pensait alors que Pluton était la 9e planète de notre système solaire, toute seule isolée dans le noir. Quand on a découvert qu'elle faisait partie d'une vaste population de plusieurs milliers d'objets, qu'on appelle aujourd'hui la ceinture de Kuiper. Puis en 2004, au-delà de cette région, un autre objet d'une taille comparable à celle de Pluton est repéré par Chad Trujillo et son acolyte de l'époque, l'astronome Mike Brown. Leur découverte va provoquer la déclassification de Pluton en tant que véritable planète.
Cher Mike, je voudrais trouver la planète 9 et la planète 10. Je ne sais pas ce que c'est la planète 10, mais ça serait bien. Jupiter avec sa tache rouge, les tailles sont à peu près bonnes. Saturne avec ses beaux anneaux, Uranus avec ses anneaux obliques. Ah, j'ai planté la punaise sur Pluton. Je ne me souviens pas si c'était voulu, probablement. Je pense que Pluton est toujours une planète. Je veux que tu fasses de Pluton une planète. S'il te plaît, tu peux faire ça pour moi. La réponse est non. Je ne peux pas refaire de Pluton une planète. Pluton est trop petite. Si elle pouvait multiplier sa taille par 20, elle pourrait redevenir une planète. Mais moi, je ne peux pas faire cela. L'astronome Mike Brown, alias Pluto Killer sur les réseaux sociaux, est l'auteur d'un livre intitulé « Comment j'ai tué Pluton et pourquoi elle le méritait ». Comme Chad, c'est un chasseur de planètes. Ils ont commencé leur carrière ensemble en découvrant dans la ceinture de Kuiper des gros objets qui ont semé la discorde. Fin décembre 2004, soudainement, j'ai trouvé dans nos données un objet très brillant. Vraiment brillant. C'était l'objet le plus brillant qui ait jamais été détecté dans la partie externe du système solaire depuis Pluton. C'était vraiment excitant. Il m'a demandé, tu penses que c'est réel? Oui, ça me semble réel, c'est un gros objet. Il pourrait même être plus gros que Pluton. Donc nous avions trouvé quelque chose de la taille de Pluton dans son voisinage. Pluton était une planète, donc cela signifiait que nous avions trouvé une autre planète. C'est l'argumentation qu'on a présentée aux autres astronomes. Nous avons annoncé que c'était une planète, la 10e planète. C'est ce que dit notre communiqué de presse de l'époque. Et cela a mené à une année de discussions intenses sur le sujet. La communauté scientifique s'enflamme sur le statut qu'il faut donner à ce nouvel objet. Est-ce aussi une planète comme Pluton, même si toutes les deux ne font même pas la taille de notre Lune? Ou faut-il redéfinir ce qu'est une vraie planète? Le débat déborde sur la société civile, choquant une partie du public attachée à la figure de Pluton. Mike met de l'huile sur le feu et donne à cette nouvelle planète le nom de la déesse grecque Eris. Eris est la déesse de la discorde et du conflit. Parfait. J'adore Eris. C'est peut-être ma déesse préférée et le meilleur nom possible pour cet objet. De notre vivant, on n'avait pas connu un tel niveau de querelle et de désaccord autour de la conception du système solaire. En août 2006, le congrès de l'Union astronomique internationale se réunit à Prague. In particular, 6A is concerned with Pluto and Pluto-like objects. Des astronomes du monde entier votent la déclassification de Pluton comme planète et créent une nouvelle catégorie d'objets, les planètes naines. Eris et Pluton deviennent donc les premières planètes naines du système solaire. On en compte aujourd'hui 9 et on continue à en découvrir de nouvelles. Les gens ne sont pas habitués à voir la vraie taille des planètes. Jupiter, la plus massive. Saturne, même sans ses anneaux, est bien grosse. Uranus et Neptune. Mercure, Vénus, la Terre, Mars. Ces tout petits points-là sont des astéroïdes, on les voit à peine. Et là, c'est la ceinture de Kuiper. L'un de ces points est Pluton. Difficile de dire lequel, car il ne se distingue pas vraiment des autres. Quand je montre cette image à ceux qui me disent que Pluton devrait être encore une planète, cela suffit à les convaincre. Ils disent « Ah d'accord, je vois, tu as raison ». Et quelle serait la taille de cette nouvelle planète 9 que Mike Brown cherche aussi passionnément? Quand on parle de planète 9, on me demande si elle a une taille similaire à Pluton, si on va se disputer pour savoir si c'est une planète ou pas. Et la réponse est non. C'est probablement quelque chose de cette taille. C'est la 5e plus grosse planète de notre système solaire et une part importante de ce qu'il nous reste à découvrir. Comment Mike Brown peut-il ainsi déduire la taille d'une planète que l'on n'a pas encore découverte? Son nouvel acolyte et complice dans cette chasse à la vraie 9e planète s'appelle Konstantin Batygin. À 35 ans, cet astronome, brillant mathématicien et théoricien, est déjà professeur à Caltech.
Il adore le rock alternatif, la boxe thaï et la dynamique complexe des corps célestes du système solaire. Les indices qui pointent vers l'existence de planètes 9 sont dans la ceinture de Kuiper, dans le champ de débris au-delà de Neptune. Il n'y a pas un indice. Il y en a plusieurs. Mais le premier d'entre eux, c'est vraiment l'alignement des orbites. Aux confins du système solaire, des objets lointains récemment découverts ont des orbites bizarres, très elliptiques, qui semblent être inclinés dans une même direction. C'est bizarre. C'est vraiment étrange que ces orbites se comportent de cette façon s'il n'y a pas d'autre source de gravité dans le système solaire. Les premiers à avoir relevé cette anomalie et à avoir émis l'hypothèse d'une planète massive sont leurs concurrents Chad Trorilio et Scott Sheppard. Ils travaillent tous les deux en binôme et se sont donnés pour mission de découvrir tous les objets les plus lointains possibles dans le système solaire. Ces objets sont appelés dans leur jargon des OTNE, pour objets transneptuniens extrêmes. Des objets qui gravitent bien au-delà de l'orbite de Neptune. Sedna, une planète naine découverte par Mike Brown et Chad Trorilio en 2003, est le premier de ces objets extrêmes aux orbites très elliptiques. Un autre, surnommé Biden, a été trouvé par Chad Trorilio et Scott Sheppard. Ces OTNE gravitent entre 40 et 900 unités astronomiques. En 2014, nous avons fait une première analyse de ces objets pour comprendre comment ils pouvaient avoir ce type d'orbite très similaire. Le seul moyen d'expliquer un tel regroupement d'objets, c'est d'ajouter une planète massive, une super-Terre, à des centaines d'unités astronomiques au-delà de Pluton. Mike Brown et Constantin Batygin ont rebondi sur les observations initiales de Scott Sheppard et Chad Trorilio en faisant des milliers de simulations numériques intégrant ces orbites extrêmes et les lois gravitationnelles. La plupart des simulations que nous faisons ressemblent à ça. Elles commencent il y a environ 4 milliards d'années, lorsque le système solaire est encore jeune et complètement désordonné. Si vous regardez de très très près, il y a un petit cercle rose ici, qui représente l'orbite de Neptune. Et en rose aussi, là, l'orbite de planète 9. Et ce que nous voyons, c'est qu'en 2 milliards d'années se développe un schéma où les orbites qui survivent pointent toutes dans la direction opposée de l'orbite de planète 9 via une interaction entre la gravité de planète 9 et celle de Neptune. Dans ces simulations, Constantin a fait varier les paramètres de la masse et de l'orbite de cette mystérieuse planète. Il a ainsi pu expliquer la dynamique de ces orbites extrêmes et en déduire mathématiquement une estimation de la taille et de l'orbite de planète 9. Si on compare tous les objets lointains de la ceinture de Kuiper à des moutons, alors la gravité de planète 9 agit comme un chien de berger qui regroupe ces objets stables et distants. Constantin a aussi observé que certains de ces objets simulés s'approchaient parfois trop près de Neptune, qui à son tour déviait leur trajectoire, les faisant orbiter de façon presque perpendiculaire au plan écliptique du système solaire. Le plan où toutes les planètes sont alignées. Ces orbites sont aussi totalement inexplicables d'un point de vue gravitationnel s'il n'y a pas cette interaction, ce jeu d'influence entre Neptune et planète 9. Je me souviens, on pensait, ce serait vraiment cool si de tels objets existaient vraiment. Ce serait génial. Ce serait une grande prédiction de cette théorie. Quand nous avons finalement vu ces objets et que j'ai réalisé qu'ils existaient, j'ai fait venir Constantin. Il y a 5 objets qui ont des orbites perpendiculaires au système solaire, mais je ne sais pas où ils sont exactement. Dans quelle direction ils pointent autour du Soleil. Traçons leurs orbites. Je les ai rentrés dans mon ordinateur, j'ai dit « Allez, je clique sur le bouton, voyons voir où ils se placent. Vont-ils être au bon endroit ?» J'ai cliqué, ils étaient parfaits. À ce moment-là,
Je me souviens avoir pensé, purée, mais c'est réel. Ce n'est pas juste du calcul. C'est vraiment possible. C'est réel. Nous sommes passés de « c'est une hypothèse super cool, excitante, c'est une bonne explication » à « waouh, il y a une planète géante là-bas, nous devons la trouver ». En 2016, Mike et Constantin se lancent à la recherche de cette 9e planète et font leurs premières observations à Hawaï, en haut du volcan Mauna Kea. Ils peuvent avoir accès au télescope Subaru, l'un des plus performants au monde et les plus prisés par la communauté des astronomes. De là, on peut observer une grande partie du ciel visible de l'hémisphère nord, loin de la pollution lumineuse des villes. Mais leurs observations restent infructueuses. À 4200 mètres d'altitude, le beau temps n'est pas toujours au rendez-vous et il faut pouvoir s'adapter au manque d'oxygène. Leurs concurrents Chad Trourelio et Scott Shepard ont commencé à utiliser ce même télescope 4 ans auparavant, en complément des observations qu'ils font avec le Cerro Tololo, basé, lui, dans l'hémisphère sud, dans le désert chilien. Chad et Scott ont plusieurs longueurs d'avance sur Mike et Constantin. Leur grand programme de recherche d'objets extrêmes et très lointains leur permet d'écumer de façon systématique plusieurs zones clés du ciel. Sur cette image, nous avons une carte de l'intégralité du ciel et tous les points noirs sont des zones où nous avons cherché de nouveaux objets. C'est comme une boîte de chocolat. Chaque image que nous prenons, nous ne savons jamais ce que nous allons avoir. Et c'est toujours très excitant de les examiner, car nous trouvons toutes sortes de choses, tout ce qui bouge et jaillit dans la nuit, nous le voyons. Nous avons découvert des comètes, des astéroïdes, des lunes de planètes, plein d'objets qui sont au premier plan de nos images, alors que nous cherchons en arrière-plan des objets très lointains. À tous les deux, Scott et Chad ont trouvé plus de 120 lunes et satellites qui orbitent autour de Jupiter et Saturne. Ils ont co-découvert plusieurs planètes naines, confirmées ou potentielles, dont celle détectée récemment à 120 unités astronomiques, surnommée Far Out. Mais même pour eux, après plusieurs années de recherche, cette mystérieuse planète 9 reste insaisissable. Pourquoi est-elle si difficile à trouver ? Avec nos modèles, nous ne pouvons pas prédire où se trouve Planète 9 sur son orbite. Tout ce que nous pouvons calculer, c'est la forme de son orbite. Cela dit, il est fort probable, vu certaines autres contraintes, que Planète 9 se trouve actuellement sur la partie la plus éloignée de son orbite et pas sur sa partie la plus proche. Selon les calculs de Constantin, Planète 9 orbiterait de manière elliptique autour du Soleil en plus ou moins 10 000 ans. À son point le plus proche du Soleil, elle serait vers 300 unités astronomiques. À son point le plus éloigné, autour de 600, voire plus. Elle serait donc plus difficile à trouver si elle est dans cette zone. Mais comment se fait-il que l'on soit capable de trouver des milliers d'exoplanètes situées en dehors de notre système solaire et que l'on n'arrive pas à trouver Planète 9 ? On me demande souvent, on découvre plein de planètes autour d'autres étoiles, pourquoi est-ce si difficile d'en trouver une autour de notre Soleil? C'est quoi votre problème? La réponse est très simple. Pour trouver une planète autour d'une autre étoile, on sait exactement où regarder. On va regarder cette étoile. Lorsqu'une exoplanète passe devant son étoile, elle en occulte légèrement sa luminosité. C'est ainsi que la plupart des exoplanètes sont détectées de façon indirecte. Elles ne sont pas vues de visu observées optiquement, elles sont juste déduites. Si vous êtes à l'intérieur d'un système planétaire et que vous cherchez une planète lointaine, vous n'avez aucune idée où regarder. Elle peut être n'importe où dans le ciel. Dans notre cas, ce n'est pas aussi grave. Nous savons quand même un peu où chercher, dans quelle zone regarder. Voici une carte du ciel nocturne. Voici l'équateur du ciel. Cette bande-là, c'est la Voie lactée. Et ceci, cette ligne colorée, c'est notre prédiction des endroits où Planète 9 pourrait être. Nous avons systématiquement exclu différentes zones. La plupart de cette région est éliminée, la plupart de cette région aussi. Les seuls endroits restants sont juste ici. Ça, en fait, c'est notre carte au trésor. Elle nous indique où aller chasser.
Cette zone qui se situe dans le champ de la Voie lactée, c'est le plan galactique. Une rivière de 400 milliards d'étoiles qui brillent de tout leur feu. C'est l'endroit le plus difficile où détecter un objet lointain avec une très très faible intensité lumineuse. Voici un fond stellaire normal et voici le plan galactique. C'est difficile d'observer des objets dans le plan galactique. Il faut des techniques spéciales car on ne peut pas voir les objets très peu lumineux à cause de ce fond trop brillant. Une des techniques spéciales qu'on utilise consiste à prendre plusieurs images de la même zone, puis à soustraire une image d'une autre afin de supprimer ce fond étoilé. Cela demande un peu plus de traitement d'image, plus de données, mais on peut observer. C'est juste plus difficile. Cette technique requiert aussi plus de temps de télescope et donne peu de résultats. Quand vous prenez une photo dans la Voie lactée, c'est juste plein d'étoiles et de poussière, c'est le bazar. Et si vous cherchez un objet très peu lumineux qui se déplace, il peut être ébloui par une étoile qui est en arrière-plan. Si on n'était pas à la recherche de planètes neuves, on n'irait même pas dans la Voie lactée. Mais elle pourrait bien s'y cacher. Si Planète 9 se trouve là, dans la Voie lactée, c'est le pire endroit où la chercher. Mike sait déjà que les quelques créneaux d'observation qu'il pourra obtenir avec le télescope Subaru ne seront pas suffisants. Devant l'ampleur du défi, il a décidé d'adopter une autre stratégie. Selon lui, il est fort possible que Planète 9 ait déjà été photographiée sans qu'on le sache. C'est de l'analyse de données déjà existantes où on essaye de la trouver. Mais ces données ne sont pas claires et je dois trouver un moyen de naviguer dedans. Il est tout à fait plausible que Planète 9 ait en fait déjà été observée et qu'elle se trouve là, dans ces données qui n'ont pas été correctement analysées. Beaucoup de personnes travaillent là-dessus en ce moment. Plusieurs groupes d'astronomes traquent aujourd'hui cette 9e planète. Une équipe basée à Tucson, à l'Université d'Arizona, mène l'enquête avec une approche un peu différente. Hey Kat. Hey Renu, how are you? I'm doing all right. How are you? Good. Great. I've got some new plots to show you for the DPS poster. Renu Malhotra et Kat Volk contribuent à la fois à la recherche sur Planète 9, mais soupçonnent aussi l'existence d'une autre planète. Renu Malhotra est une théoricienne, grande spécialiste de la dynamique des planètes. Kat Volk a été son élève et est maintenant sa partenaire de recherche. C'est une excellente observatrice du ciel. Selon elle, les orbites des objets extrêmes qui servent d'indice pour Planète 9 pourraient être en résonance. Il y aurait un rapport mathématique précis et régulier entre le nombre de révolutions que fait chaque objet autour du Soleil et le nombre de révolutions de Planète 9. Par exemple, Sedna ferait 3 fois le tour du Soleil quand Planète 9 n'en ferait que 2 et ainsi de suite. Les orbites sont influencées en grande partie par les résonances orbitales. Si nous pouvions être sûrs de ces résonances, nous pourrions localiser la planète plus précisément dans le ciel. Nous pourrions dire qu'elle est ici, ici ou ici. On pourrait le faire. Ce calcul des résonances orbitales nécessite de connaître de façon très précise les trajectoires de ces objets, ce qui va prendre encore quelques années d'observation et de vérification. Mais ce n'est pas tout. Renu et Kat ont aussi observé quelque chose de très bizarre dans la ceinture de Kuiper. Les objets de la ceinture de Kuiper se trouvent sur différents plans orbitaux. Ils sont dispersés et pas tous sur le même plan. Certains sont comme ceci, d'autres comme cela, tous orientés de manière différente. Mais nous nous attendions à ce que le plan moyen soit proche du plan du système solaire. Nous avons détecté une déviation par rapport à ce qui était attendu, dans la partie la plus éloignée des objets observés. Et nous avons calculé
qu'une planète de la taille de Mars ou de la Terre pourrait expliquer cette déviation. Cette déviation d'environ 10 degrés dans le plan moyen de la ceinture de Kuiper pourrait donc être causée par la présence d'une autre planète inconnue, plus petite et plus proche que celle que cherchent les autres équipes. Elle n'orbiterait qu'à environ 100 unités astronomiques. Mais comment aurait-elle pu échapper à l'œil exercé des meilleurs astronomes qui écument cette partie du ciel ? Elle serait assez brillante et si nous ne l'avons pas détectée jusqu'ici, la seule raison plausible, c'est qu'elle serait dans le plan galactique. C'est le seul endroit où une planète de la taille de la Terre, à 100 unités astronomiques, aurait pu passer inaperçue. Pour y voir plus clair, toutes les équipes à la recherche de planètes inconnues au fin fond du système solaire attendent avec impatience l'arrivée d'un nouveau télescope géant qui va changer la donne. Sur le campus où travaille Kat et Renu, se trouve l'un des plus grands laboratoires au monde où l'on fabrique des miroirs hors du commun. Des miroirs en nid d'abeilles qui sont les meilleurs et les plus précis qui aient jamais été fabriqués. Des dizaines de tonnes de verre sont placées à la main, chauffées à plus de 1000 degrés, puis refroidies pendant 3 mois avant d'être longuement et finement polies. L'un de ces miroirs géants a voyagé pendant 8 semaines, empruntant parfois des routes d'altitude pas prévues pour ce type de convoi exceptionnel, du désert d'Arizona jusqu'aux montagnes chiliennes. La construction du LSST, appelé aussi Observatoire Vera Rubin, en hommage à l'une des plus grandes dames de l'histoire de l'astronomie, est une épopée fantastique en soi. Sa caméra de 3,2 milliards de pixels va être capable de filmer chaque nuit le ciel de l'hémisphère sud de façon systématique. Pour traiter et analyser toutes ces données, un immense centre de calcul a été construit dans la ville la plus proche. Contrairement au télescope actuel, où il y a une bataille acharnée pour pouvoir obtenir du temps d'observation, le LSST donnera accès à ces données de façon démocratique à pratiquement l'ensemble de la communauté des astronomes. On s'attend à ce qu'il découvre 10 000 à 40 000 objets transneptuniens, sachant que notre échantillon actuel n'est que de quelques milliers d'objets connus. Bien entendu, quand il va scanner le ciel, il devrait détecter toute nouvelle grande planète lointaine. J'attends avec impatience l'avalanche de données que nous devrions obtenir du LSST. Cela va révolutionner la façon dont nous pensons notre système solaire, tellement nous allons en savoir plus sur tout ce qu'il y a là-bas. Si cette planète est suffisamment brillante, le LSST pourra la trouver, mais si ce n'est pas le cas, il ne la trouvera pas. Je pense que si on veut trouver quelque chose maintenant, il faut le faire sans attendre de futures observations qui n'ont pas encore commencé. Planète 9, avant même d'être découverte, est déjà devenue une sorte de légende populaire. Un concerto a même été composé en son honneur par Eduardo Marturey, le directeur de l'Orchestre symphonique de Miami. Sous sa direction, Constantin doit jouer là-bas dans quelques jours cette partition unique. Planète 9 a vraiment enflammé l'imaginaire du public. On a fait des drapeaux pour elle, créé des vêtements avec des logos Planète 9. C'est un véritable honneur pour moi de faire partie de tout cela. Nous sommes le 11 mars 2020. Constantin, sans le savoir, donne son dernier cours en présentiel, avant que la pandémie ne frappe de plein fouet les États-Unis et une grande partie du monde. Pendant plus d'1 an, les universités sont fermées. Les télescopes à Hawaï et au Chili sont inaccessibles. Les travaux à l'observatoire de Vera Rubin sont retardés. Les chercheurs de planètes sont confinés chez eux.
Mais dans cette course à la planète, il n'y a pas que des astronomes professionnels sur le coup. Guillaume Collin est pneumologue à l'hôpital de Pau. Les scanners de poumons covidés n'ont pas de secret pour lui. Après la médecine, les grandes passions de Guillaume sont l'astronomie et la science-fiction. De par mon métier de pneumologue, d'avoir vu et de voir encore plein de scanners, plein d'imagerie justement, mon œil est un peu entraîné à voir défiler plein d'images et arriver à repérer exactement ce qu'on doit voir. Il fait partie de cette vaste communauté d'astronomes amateurs qui contribuent à éplucher les milliards de données dans lesquelles Planète 9 pourrait se cacher. Le projet auquel il participe s'appelle Backyard Worlds. Mis en place par la NASA, ce programme de science citoyenne demande aux amateurs d'examiner des images infrarouges prises par le télescope spatial WISE. Chaque point noir va correspondre en fait à une étoile. C'est la trace infrarouge d'une étoile. Et le projet en fait nous demande de regarder ces animations et de voir si on ne voit pas des objets bouger justement au fur et à mesure des années. Donc ça peut être des naines brunes, des étoiles qui sont très proches, mais également bien sûr la planète 9 qui peut aussi apparaître de cette façon. Donc c'est pas chercher une aiguille dans une botte de foin, ça à la rigueur ça c'est facile. Là c'est chercher une aiguille dans toutes les bottes de foin du monde. Avec Internet on a accès à toutes les bottes de foin et là il faut trouver l'aiguille et on n'est même pas sûr qu'elle existe. J'ai pas découvert la planète 9 pour le moment. Mais j'ai découvert des naines brunes, hein, donc j'ai participé aussi à la découverte de nouvelles étoiles qui étaient inconnues. À la grande joie de Guillaume, ces découvertes ont fait l'objet de publications scientifiques où il a été crédité par les chercheurs de la NASA. Et là, on voit en fait l'animation de 2010 à 2019 et on voit que l'objet, au fur et à mesure, se déplace là, vers le bas. Et là, quand on voit ça, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris les coordonnées de cette étoile et on les a envoyées à la NASA. Ils ont fait une demande auprès du télescope Hubble pour aller la regarder et ils ont eu ce temps et donc le télescope Hubble est allé regarder l'étoile. Et là c'est un sentiment aussi qui est extraordinaire, c'est-à-dire que je ne suis pas astrophysicien tout ça, je suis juste amateur et j'ai réussi dans ma vie à influer la course du télescope Hubble. Alors en fait, quand on analyse une purée de pixels comme ça, on fait de l'orpaillage du ciel, c'est-à-dire que à chaque fois c'est un tamis, voilà, on essaie de voir si on n'a pas trouvé une petite pépite, une étoile intéressante. Et puis évidemment, il y a le gros diamant qui va être la planète 9 et qui est toujours un peu dans le coin de la tête de tout le monde et qui fait que on cherche toujours quoi. Ouais. Les programmes participatifs comme Backyard Worlds sont accessibles à tous et permettent aux citoyens d'avoir une part active dans la recherche scientifique. Les néophytes passionnés peuvent donc aussi devenir des chercheurs de planètes et faire en route d'autres découvertes qui font avancer la connaissance. Faire des découvertes inattendues alors qu'on cherche autre chose, c'est une constante dans l'histoire de l'astronomie. Kat Volk en est bien consciente. Après 1 an de pandémie, elle se prépare à partir pour 3 nuits d'observation. Elle a pu obtenir du temps de télescope non loin de Tucson, à l'observatoire de Kitt Peak en Arizona. D'habitude, lorsque je vais observer, je suis accompagnée par des étudiants ou des collègues. Mais cette fois-ci, je dois observer seule, car nous n'avons pas le droit d'être plus d'une personne par pièce, afin de réduire les risques de propagation du Covid-19. Kat doit faire fonctionner le télescope toute seule, ce qui lui laisse moins de temps effectif pour ses observations.
Pour éviter que la caméra surchauffe, elle doit refroidir le caisson spécial qui la protège avec de l'azote liquide. Sa mission cette fois-ci, c'est d'observer plus en détail les orbites des objets extrêmes qui servent de preuve à l'existence de Planète 9. Hi, Radio. How are you doing? Doing okay. So what happened Tuesday night then? Were you able to get any data Tuesday night? Renu Malhotra a besoin de ces données pour étudier les possibles résonances entre ses orbites et celles de Planète 9, ce qui aiderait à mieux la localiser. 8:45 and I have not gotten data before about 11:45 either night. Pendant que Kat est seule en haut du mont Kitt Peak, les super télescopes situés à Hawaï et au Chili se remettent aussi à fonctionner, mais en distanciel uniquement. Mike Brown, Constantin Batygin, Chad Trujillo et Scott Shepard travaillent de chez eux ou de leur bureau quand ils peuvent y accéder. Tous continuent à chercher pendant de longs mois, isolés les uns des autres, en essayant de garder la tête froide. De chez lui, Mike s'est trouvé un nouveau compagnon de recherche, un ours qui apprécie beaucoup le confort de sa pelouse et de sa belle piscine. À Miami, l'orchestre symphonique dirigé par Eduardo Marturet interprète le concerto pour Planète 9 avec Constantin à distance dans sa salle de classe à Caltech. Un concert retransmis à bord de la Station spatiale internationale. L'hypothèse d'une 9e planète ne fait cependant pas l'unanimité. En pleine pandémie, une équipe de chercheurs publie leurs doutes. Selon eux, l'alignement d'objets extrêmes qui sert d'indice principal à l'existence de Planète 9 serait lié à un biais observationnel. Kevin Napier et David Gerdes font partie d'un groupe d'astronomes qui ont trouvé certains de ces objets extrêmes. Les télescopes ne détectent que les objets dont la luminosité dépasse une certaine limite. Ils n'observent qu'une toute petite partie du ciel à un instant T, qu'à certaines périodes de l'année et de certains endroits sur Terre. Comme on ne peut pas découvrir tout ce qui existe, il faut se demander quelles sont les propriétés qui permettent à ces objets d'être découverts par nos télescopes. En prenant en compte toutes ces contraintes observationnelles, ils ont réalisé que les objets extrêmes qu'ils ont trouvés correspondent seulement à ce qu'ils pouvaient statistiquement découvrir. Et qu'il n'y a pour le moment pas suffisamment d'objets, pas assez de données statistiques pour affirmer sans aucun doute que Planète 9 existe vraiment. Notre conclusion, c'est que nous ne pouvons pas exclure qu'ils soient effectivement alignés. Mais il n'y a pas non plus de preuve qu'ils le soient. C'est un peu compliqué dit comme cela, mais l'alignement de ces OTNE n'est pas une preuve irréfutable comme on l'avait cru. Évidemment, du côté des chercheurs de Planète 9, on conteste leur analyse comme étant elle aussi biaisée. Il faut chercher là où l'on pense qu'il n'y a pas d'objet, afin de trouver des objets qui brisent ce schéma. Et jusqu'à présent, aucun objet n'est venu contredire ce schéma. Chad Trujillo leur reproche de ne regarder qu'une partie très limitée du ciel, cette zone en bleu sombre qui ressemble à un tank. Notre étude n'a pas ce biais. Scott Shepard et moi avons travaillé très dur pour couvrir l'ensemble du ciel, tout autour de l'écliptique et en dehors de l'écliptique à la recherche de ces objets. Donc notre étude a très peu de biais car nous regardons partout. Bien sûr, si une publication scientifique sort, et même si elle dit « nous ne pouvons pas dire s'il y a une planète 9 ou non », la presse s'en empare et dit « planète 9 est morte, il n'y a pas de planète 9 ». Et puis, je suis interviewé et je dis « si, planète 9 existe ». Et tout ça est divertissant et amusant. L'aspect positif dans tout cela, je ne parlerai pas de controverse parce que c'est même pas cela. Ce qu'il y a de bien, c'est que ce type de discussion arrive tout le temps. En astronomie, en sciences. Dans notre cas, nous allons juste trouver Planète 9 et personne ne s'inquiétera plus de cela.
Pour trancher sur ce débat, il faut donc trouver cette 9e planète ou, à défaut, plus d'objets extrêmes qui viendraient confirmer cet alignement. Si le futur observatoire Vera Rubin ne trouve ni planète 9, ni plus d'indices de son existence, il faudra expliquer autrement les orbites bizarres de ces objets extrêmes, ainsi que d'autres anomalies, qui n'ont pour l'instant de sens que si planète 9 est là, cachée quelque part dans notre système solaire. L'astronomie est aussi un sport de combat. Il y a des débats en permanence, surtout sur les aspects théoriques. Un processus dont Constantin est bien conscient. Ici, comme en astronomie, parfois vous recevez un coup de poing au visage. Vous pouvez soit vous écrouler, ou vous pouvez vous relever et continuer. C'est important en science, vous savez. Parfois, les choses ne marchent pas, et on se dit « Ok, on continue jusqu'à ce que ça marche, jusqu'à ce qu'on puisse donner ce coup de poing nous aussi. » Donc il y a beaucoup de similitudes. Parfois, face à de nouvelles données, il faut savoir remettre en cause une hypothèse. Du côté de Renu Malhotra et Kat Volk, l'idée d'une autre planète située dans le plan galactique à 100 unités astronomiques semble s'éloigner. C'est un peu décevant que les nouvelles données montrent que ce n'était pas le cas, qu'il n'y a pas la signature nette d'une déviation. La courbure qu'elles avaient observée dans la ceinture de Kuiper à partir de 200 objets semble, après une analyse plus poussée avec 100 objets de plus, n'être qu'un hasard statistique. Il n'y a donc plus de signal fort indiquant la présence d'une planète qui aurait causé cette perturbation dans la ceinture de Kuiper. Les hasards statistiques, ça arrive et les gens ont tendance à ne pas les publier. Je pense que l'honnêteté est extrêmement importante en science. C'est l'une des choses les plus difficiles pour les scientifiques, parce que nous sommes toujours, en tant qu'humains, attachés à certaines idées ou à certains résultats. Sur le front des objets lointains, Scott et Chad ont de leur côté fait une nouvelle découverte. Une planète naine surnommée Far Far Out, située à 132 unités astronomiques. Far Far Out est très intéressant, pas seulement parce qu'il est vraiment très loin, mais parce qu'il est assez grand. Il mesure probablement plus de 400 km de diamètre. Une autre découverte donne aussi de l'espoir à nos chasseurs de planètes. Une planète similaire à celle qu'ils cherchent a été trouvée non pas dans notre système solaire, mais dans un système voisin. Preuve que ces astres éloignés de leurs étoiles, avec une orbite très elliptique, sont bien une réalité. C'est une planète très lointaine, sur une orbite allongée, comme celle de planète 9. Et donc ça me dit encore et encore que tout ceci n'est pas bizarre. L'idée que nous aurions une planète lointaine comme planète 9 autour du Soleil n'est pas un cas atypique dans notre galaxie. Chercher cette 9e planète n'est pas juste une compétition entre astronomes et trackers célestes qui veulent ajouter un énorme trophée à leur tableau de chasse déjà bien fourni. L'hypothèse de planète 9, ainsi que l'observation de plusieurs milliers d'autres systèmes planétaires dans notre galaxie, ont totalement chamboulé la vision qu'on avait sur la formation de notre propre système solaire. L'un des plus grands spécialistes sur cette question travaille à l'Observatoire de Nice et c'est l'un des mentors de Constantin Batygin. Alessandro Morbidelli est un théoricien, dynamicien du système solaire. Il enquête sur ses origines. Constantin a été son élève et travaille depuis plusieurs années avec lui sur des problèmes fondamentaux où ils ne refont pas le monde, mais l'histoire du système solaire.
Les théoriciens sont des archéologues du cosmos, les planétologues sont des archéologues du système solaire. C'est exactement comme aujourd'hui un archéologue cherche à reconstruire comment fonctionnait une ancienne civilisation en partant des restes qu'il trouve dans les fouilles. Ou alors un investigateur, quand il arrive sur la scène d'un crime, cherche à reconstruire comment l'homicide a eu lieu, qui l'a commis, quel était le mobile, etc. En quoi l'existence de Planète 9, si elle se confirmait, serait-elle la signature d'une scène de crime? Cette planète, si elle existe, elle est très loin, son orbite est très elliptique et très inclinée, donc elle n'a rien à voir avec les autres orbites des planètes du système solaire. Donc ça témoigne d'un passé violent du système solaire où certaines planètes ont été expulsées donc, sur des orbites elliptiques inclinées. Par exemple, l'obliquité de l'axe de rotation d'Uranus et Neptune, qui est très grande, l'axe de rotation d'Uranus est incliné 90 degrés, l'axe de rotation de Neptune est 30 degrés, montre que ces planètes ont subi des collisions titanesques. Que s'est-il donc passé à l'origine de notre système solaire? Où Planète 9 s'est-elle donc formée et pourquoi est-elle si loin des autres planètes? Qui sont les suspects ou les coupables de son exil? Morbidelli travaille sur ces questions avec d'autres planétologues à une échelle internationale. Aujourd'hui, ils peuvent raconter un récit bien différent de celui qu'on enseignait il y a encore 20 ans. Une histoire que nous avons pu mettre en image grâce à ces conseils scientifiques. Au commencement, il y a 4,6 milliards d'années, il y a dans l'espace un immense nuage moléculaire très dense. C'est dans ce cocon que les étoiles naissent. Notre Soleil s'est formé ainsi dans cette nuée de poussière et de gaz. La matière se concentre, la température augmente, la proto-étoile avale tout ce qui est autour d'elle, jusqu'à ce qu'une réaction thermonucléaire se déclenche, provoquant des flux de gaz qui jaillissent de ses pôles, tel un véritable cri de naissance. We see planet formation in action, and disk formation in action. The loaded magnetic field lines look kind of realistic. That's how I always imagine. Un disque se forme autour de l'étoile, une sorte de matrice pour futures planètes. Celles qui naissent au tout début vont souvent être les plus volumineuses. Saturne et Jupiter, les deux futures planètes géantes, se servent en premier, accumulent la matière autour d'elles, creusant un sillon dans le disque d'accrétion. Our planets forming gaps. That's astonishing. Leur croissance est vraiment rapide, seulement 1 million d'années environ. Où naissent les planètes d'abord? Où naissent les planètes les plus rapidement et les plus grosses? Un endroit privilégié qu'on appelle la ligne des glaces. C'est là où les poussières sont les plus grosses, c'est là où les poussières s'accrètent davantage, c'est là où il y a plus de matière solide. Cette ligne des glaces se situe vers 4 unités astronomiques. Selon Morbidelli, dans ce disque, d'autres embryons de planètes se forment, une quarantaine de la taille de Mars, devant Jupiter et Saturne. Et derrière elles, une dizaine d'autres planètes se développent, d'environ 5 fois la masse de la Terre chacune. Planète 9 serait l'une d'entre elles. Pendant longtemps, on a cru que les planètes restaient bien sagement sur l'orbite où elles se sont formées initialement, sans jamais en dévier. On sait aujourd'hui, en regardant les planètes extrasolaires, que quand une planète grandit rapidement dans les disques, comme Jupiter, elle commence à migrer, elle quitte son orbite initiale pour spiraler vers l'étoile centrale. En migrant vers le Soleil, Jupiter et Saturne poussent devant elle les embryons de planètes, provoquant de terribles collisions.
la plupart des protoplanètes qui avaient commencé à se former entre le Soleil et Jupiter sont désintégrées. Beaucoup de débris sont projetés fatalement vers l'astre incandescent. Heureusement pour nous, la migration de Jupiter et Saturne va s'inverser. En fait, les deux planètes, pour des raisons gravitationnelles un peu compliquées, inversent leur mouvement de migration. Donc arrêtent de migrer vers l'étoile et réparent et migrent vers l'extérieur. C'est pour ça que la région terrestre est restée sauvée. Elle n'a pas été envahie par les planètes géantes et donc la Terre a pu continuer à se former. Mais en repartant dans l'autre sens, les caïds du système solaire, Jupiter et Saturne, provoquent des collisions dans la direction inverse. Certaines planètes épargnées sont-elles éjectées, dont peut-être notre fameuse 9e planète. Le système solaire, pendant son enfance, n'était pas un lieu calme. Il ressemblait à une table de billard où les planètes volaient, entraient parfois en collision les unes avec les autres, fusionnaient entre elles, formant des corps plus grands, dispersant d'autres choses autour d'elles. C'était un vrai foutoir, un magnifique désordre. Si on découvre la planète 9 sur l'orbite attendue, donc une orbite très elliptique, inclinée, ça sera une preuve que le système solaire s'est formé vraiment en passant par une phase violente où les planètes ont fortement interagi entre elles, parce que toutes les planètes doivent être nées sur des orbites circulaires et coplanaires. Donc la planète 9 ne peut pas être née sur son orbite actuelle. Le système solaire, ce n'était pas de la musique classique, mais plutôt du punk rock. Adieu, la vision des sphères immuables et éternelles, l'horlogerie stable d'une vision platonicienne ou copernicienne. Et quelle joie pour Constantin d'initier ses enfants à cette nouvelle histoire, à ce nouveau paradigme. Once solar systems are young, it's a really chaotic place. Stuff blows up, stuff collides. And look, you guys, you know what this is? This is Planet 9. Getting scattered away. Yeah, you guys go catch Planet 9. Hello. Do you think Planet 9 is a gas planet or a rocky planet or? I think it's an icy planet with a gas atmosphere. Except for the atmosphere, do you think it would be a safe planet to live on? No. Planet 9 is an awful place to live. It's just super cold. Oh. What if we all brought our warm jackets? We'll still die. Goodbye, Planet 9. Don't Watch go fast. it get scattered. Bye, Planet 9. Goodbye, Planet 9. Hope you have a good trip. Please don't leave us. We want to know more about you. We don't leave us. Au XIXe siècle, le mathématicien français Urbain Le Verrier a prédit l'existence de Neptune, calculé sa position exacte dans le ciel et indiqué où la 8e planète de notre système solaire pouvait être découverte. Notre 9e planète sera peut-être trouvée aussi en partie grâce aux prédictions de Constantin, ou peut-être pas. En attendant, la communauté des astronomes sait déjà que ces planètes éjectées, exilées loin de leur étoile, sont sans aucun doute une réalité.